Bonjour à tous, bienvenue à chacun et chacune d'entre vous pour cette deuxième conférence en ligne. Après un premier thème qui vous aura tous appris, je l'espère, que la démarche RSE est aujourd'hui indispensable pour toute entreprise, nous allons cibler le sujet aujourd'hui sur comment l'engager efficacement. Et pour cela, nous allons avoir trois intervenants. Donc un expert, Timothée Lickel, de la société Greenflex, et deux témoins, Monsieur Ludovic Con de l'entreprise Mediati et Cyril Masson de Marcel Cab. Timothée, je te passe tout de suite la parole. Merci Catherine. On va commencer ce webinaire par se poser une question qui est essentielle. C'est avant de se lancer au fait dans la stratégie RSE, dans la structuration de votre démarche, il faut que vous ayez conscience que votre démarche RSE, pour qu'elle soit inscrite dans le temps, il faut qu'elle puisse quand même aller au-delà des contraintes que vous pouvez avoir au quotidien, de temps, de compétences, de prise de décision et de contraintes budgétaires. La question avant de vous lancer à cœur perdu, on va dire, dans la démarche RSE, c'est comment je peux faire face à ces trois contraintes qui sont dans toutes les entreprises pour inscrire ma démarche RSE dans le temps. Je vais vous parler de trois gros facteurs clés de succès qui vont vous aider justement à dépasser ces contraintes, à la fois en termes de temps, d'argent et de prédécision. C'est un, de convaincre votre direction et le top management de l'intérêt de la démarche RSE. Deux, c'est d'intégrer cette démarche RSE à la stratégie d'entreprise. Et trois, c'est de pouvoir bien organiser le lancement de la démarche. Je vais revenir de manière plus détaillée sur la première question qui est comment j'arrive à convaincre ma direction ou mon top management, qui est essentiel. Il y a deux batteries d'arguments. Vous allez jouer sur deux façons. Plutôt commencer par utiliser des arguments rationnels, utiliser la raison. Il y a deux volets que vous pouvez mettre en avant. Un, de se dire qu'aujourd'hui, la RSE, ça permet d'éviter un certain nombre de risques. Ça permet de répondre à les attentes des parties prenantes. Par exemple, d'être en alignement avec les attentes des consommateurs, de pouvoir rester dans la course, dans la compétition lorsqu'un donneur d'ordre fait un appel d'offres, puisqu'aujourd'hui, de plus en plus dans les appels d'offres, il y a une notation RSE qui est intégrée, donc ne pas structurer sa démarche RSE, c'est risquer de perdre des appels d'offres, notamment aussi dans les directions achats, mais c'est aussi faire face aux évolutions réglementaires. Je prends juste un exemple. Aujourd'hui, il y a à peu près 1200 lois qui réglementent le climat dans le monde. Il y en avait à peine 60 il y a 20 ans. Donc, première batterie d'arguments, c'est de toute façon, pas faire de RSE, c'est s'exposer à des risques. L'autre batterie d'arguments que vous pouvez utiliser, c'est la démarche RSE, quand elle est bien structurée, c'est une démarche gagnante qui va améliorer la performance économique de votre entreprise. Elle va vous permettre d'augmenter votre marge grâce à une meilleure éco-conception des produits. Vous pouvez aller jusqu'à 12 points de marge. Elle va vous aider à augmenter votre chiffre d'affaires par une meilleure motivation de vos équipes et donc une meilleure productivité. Elle va aussi jouer sur l'image de marque de votre entreprise. Elle va aussi jouer sur l'amélioration de la valeur de votre entreprise. Même si pour 86-7% dans les études de cette valeur, c'est un peu immatériel, on a du mal à le mesurer, mais on constate dans les études, et notamment pour les entreprises qui sont cotées en bourse, qu'une entreprise engagée dans la RSE, c'est une entreprise qui a à peu près 5%, une amélioration de ses cours des actions en bourse. Mais malheureusement, j'ai envie de dire que si la prise de décision ne se fait rarement que sur des idées rationnelles, il faudra aussi jouer sur l'émotion. Et donc, baser aussi l'adhésion de votre direction et de votre top management en leur faisant vivre une expérience. Et ça, c'est vraiment important. Ce qu'on appelle, il y a un outil qui est là, qui est le Learning Expedition, c'est de se dire, avant de vous dire, allez, tiens, je structure ma démarche à ce, vous savez peut-être que votre direction est convaincue, mais il faut aussi convaincre votre top management, et ben embarquez-les hors les murs, allez dans des lieux un peu symboliques, et animer un petit séminaire, une demi-journée, où vous allez pouvoir partager des pratiques, échanger entre eux, faire intervenir des intervenants extérieurs, et peut-être aussi faire vivre une expérience grâce à ces lieux symboliques. On vous a mis quelques exemples de lieux qui organisent ou qui accueillent justement les séminaires d'entreprise pour créer cette adhésion, créer autour de la RSE, provoquer l'adhésion après la direction et votre top management. Une fois que vous avez réussi à convaincre à la fois la direction et le top management, c'est important, la seconde question qu'il faut vous poser, c'est de se dire comment j'intègre ma démarche RSE et comment je l'intègre avec ma stratégie d'entreprise. Il ne faut surtout pas que votre démarche RSE soit vue comme quelque chose à part, isolé de la stratégie d'entreprise. Parce que sinon, vous allez avoir du mal à dégager du budget, vous avez du mal à avoir des décisions. Donc, important, c'est de bien, dès le début, bien montrer et démontrer que ce que vous allez développer
dans la stratégie RSE, ça va nourrir votre plan stratégique de l'entreprise. Ensuite, une fois que vous avez eu l'adhésion du top management, de la direction, que vous avez bien montré que votre stratégie RSE va nourrir la stratégie d'entreprise, l'idée c'est d'organiser le lancement. Pour ça, il y a 3 critères qui sont clés. 1, c'est de pouvoir créer un comité de gouvernance de la démarche. 2, de pouvoir planifier comment vous allez arriver à structurer cette démarche. Et 3, c'est de communiquer sur ce que vous voulez faire auprès de vos salariés. Quand on revient sur le point 1, comité de pilotage RSE, quels sont les éléments importants à avoir en tête? 1, il faut qu'il y ait à tout prix un membre de la direction dans ce comité, parce qu'il faut qu'il fasse de relais. Sinon, vous risquez d'avoir beaucoup de difficultés à porter le projet sur le long terme. 2, il faut que dans ce comité, il y ait une diversité en termes de métiers qui soient représentés. La RSE, ça touche tous les métiers d'entreprise, donc il faut que tous les métiers soient représentés dans ce comité. Et lorsque vous avez notamment plusieurs filiales ou plusieurs sites, il faut que vous puissiez identifier des relais, des ambassadeurs de votre démarche à travers tous ces sites. Et enfin, essentiel, il faut que tout ce qui se décide au niveau du comité, au niveau de cette gouvernance de la RSE, puisse être bien relayé au niveau du management pour qu'il puisse diffuser la démarche à tous les collaborateurs. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, c'est important avant toute chose de définir comment vous allez structurer votre démarche en termes d'échéance. Donc, il faut que vous vous posez, se dire, OK, voilà, en janvier, je fais le lancement. Ensuite, je vais réaliser un diagnostic, je vais faire ma feuille de route, etc., etc. Inscrire la démarche dans le temps en termes d'échéance. Et ensuite, une fois que vous avez identifié quelles seront les personnes qui vont gérer au quotidien ce projet à travers ce comité RSE, que vous avez validé un planning, eh bien, c'est le moment de le communiquer à toute l'entreprise. Et il n'y a rien de mieux que pour bien lancer sa démarche RSE, de faire un petit événement physique, ça peut être un petit déjeuner ou un apéro, pour montrer à l'entreprise que vous et aux salariés que vous souhaitez aller avec envie sur la démarche RSE, en mettant en avant voilà ce que vous faites déjà de bien. Voici le planning qu'on va réaliser ensemble pour structurer la démarche RSE. Et l'idée, c'est bien sûr de pouvoir donner plus d'informations à l'ensemble des salariés. Et puis, coupler cet événement physique à un événement, à une communication digitale pour que si jamais il y a des personnes qui ne peuvent pas assister, il y a des relais digitales qui s'opèrent. Voilà, en quelques mots, ce que je voulais vous dire sur, avant toute chose, avant de structurer la démarche RSE, veillez bien à mettre en place, à avoir bien convaincu la direction et le top management, d'avoir planifié correctement la démarche et d'avoir mis en place une gouvernance appropriée du projet, parce que l'enjeu, avant toute chose, c'est que ce projet puisse durer et s'inscrire dans le temps. Merci Timothée, c'est parfaitement clair. Nous allons passer la parole maintenant à Cyril Masson. Cyril, tu peux rebrancher ton micro et dans la foulée ta caméra pour nous expliquer comment et pourquoi surtout cette démarche RSE a été lancée chez Marcel Cab. Peut-être décrire l'activité en très peu de mots et puis... Oui, merci déjà de votre accueil. Je ne sais pas si tout le monde m'entend bien. Donc Marcel est une société, une plateforme de VTC qui est arrivée en France il y a... Est-ce que vous pouvez cliquer sur débuter le partage pour partager votre vidéo? Oui, voilà, c'est mieux comme ça. Donc comme je l'expliquais, Marcel est une société de VTC qui a débuté son activité il y a 3 ans et donc qui est arrivée au milieu d'une concurrence quand même qui était rude. Et qui tout de suite en fait a voulu se démarquer de ce qu'on appelle aujourd'hui l'ubérisation, qui était à l'époque un terme de plateforme d'intermédiation et qui est devenu un terme un petit peu négatif puisque justement il y avait un problème de respect des parties prenantes et tout de suite en fait Marcel a voulu se positionner sur une volonté de faire une plateforme d'intermédiation de VTC durable et responsable qui respecte ses parties prenantes. Allô ? Je reprends la main. Ludovic, à vous maintenant. Votre entreprise a une activité radicalement différente de celle de Marcel Cab. Pourquoi avoir lancé cette démarche? Même question qu'à Cyril Masson. Et comment avez-vous réussi à créer l'adhésion parmi l'ensemble des collaborateurs et avec votre direction?
Alors, tout d'abord, bonjour à chacun. Peut-être revenir sur l'activité. On est une société qui a été créée en 1951 où on fabrique des composants dans lesquels on vient intégrer des fibres optiques. Alors, on est dans deux secteurs stratégiques, l'extrêmement sévère, l'environnement extrêmement sévère, et dans le médical. On est certifié ISO 9001 et 13485 et nous sommes 43 personnes. Alors, expliquer le contexte est intéressant parce que aller initier une démarche RSE dans une entreprise, somme toute, de 43 personnes, c'est plus délicat, peut-être pourrait-on le penser, parce que il y a moins de personnes, on peut peut-être moins déléguer, et l'importance de trouver des relais va être de premier ordre. Alors, pourquoi on a voulu aller vers initier cette démarche? Notre société a été rachetée en 2016 par Monsieur Vincent, et qui a de fortes valeurs humaines, une éthique commerciale, et puis il était désireux de développer des produits innovants avec un moindre impact environnemental. Et donc, ce qui nous a naturellement porté à initier cette démarche. Et puis, ça correspond aussi à nos donneurs d'ordre, qui sont très souvent des grands comptes et qui nous, dans les questionnaires de qualité, dans le choix des fournisseurs qu'ils font, avaient besoin de trouver une réponse sur l'environnement, sur le bien-être des gens, sur la façon dont nous gérions ces aspects. Donc voilà comment ça a commencé à germer. Après, il a fallu trouver un pilote, en fait, un pilote engagé, je dirais, rompu un peu à la gestion de projet, et avec aussi un positionnement hiérarchique. Tout à l'heure, Timothée disait qu'il fallait qu'il y ait une personne de la direction. Voilà, ça en fait partie. Pourquoi c'est vital? Parce que ça permet d'œuvrer avec une certaine autonomie. Alors une autonomie définie, mais indispensable pour initier les actions et les mettre en place. On peut citer un exemple très rapidement. J'ai la carte bleue de la société et des actions qui sont très peu chères, qui ne sont pas du tout des investissements et qui peuvent déjà permettre d'initier la démarche. Et donc avoir cette capacité d'acheter, de mettre en place un petit contrat, quelque chose, sans chaque fois remonter au président et puis attendre qu'il accepte, qu'on valide, etc. Ça facilite grandement le fait de mettre cette démarche en place. Donc voilà, par exemple, on a des capsules de café en aluminium, on en consomme pas mal par jour. Bon, c'est une très belle machine à café, mais le fait de recycler ces capsules, par exemple, c'est très facile à mettre en place. C'est 0 francs ou 0 euros. La Poste contribue au déplacement des colis, etc. Et puis, bien, les gens voient quelque chose. Ça permet d'acquérir de l'expérience dans cette petite démarche. Puis après, il nous a fallu trouver des relais dans l'entreprise. C'est souvent des personnes qui étaient déjà à titre personnel touchées par l'environnement, touchées par le bien-être, etc. Et puis on a trouvé aussi un autre partenaire qui est le CE, et qui nous aide dans certaines démarches, non seulement dans la communication, mais également dans la proposition, par exemple, de tasses pour remplacer des gobelets, etc. Bon, voilà des petites choses qui permettent de faire que l'entreprise, dans sa totalité, adhère à cette démarche. Et puis, un des points, là, on a communiqué très tôt, et on a surtout expliqué le mot RSE, qui, comme ça, ne veut pas dire grand-chose pour l'ensemble des collaborateurs. Voilà de ce que je pouvais dire pour le fait d'initier la démarche chez nous. Merci beaucoup, Ludovic. Cyril, une réaction? Peut-être tu souhaites ajouter quelque chose sur la façon dont vous y êtes pris chez Marcel pour mobiliser vos collaborateurs?
Alors oui, moi je dirais que être une petite société, ça a rendu les choses relativement simples en fait. Thierry, excusez-moi de vous interrompre de nouveau. Vous pouvez activer votre webcam et cliquer sur débuter le partage. Super, pour qu'on puisse voir. Merci. Oui, donc ce que je disais, c'est que ça a été relativement simple chez nous de mettre en place une démarche RSE, c'est-à-dire avant de la rendre plus cohérente, en fait, toutes les actions de nos fondateurs, des dirigeants fondateurs de la société, étaient déjà orientées très RSE pour se faire une place sur le marché. La première démarche forte, ça a été de comprendre le modèle économique de nos chauffeurs et pas de leur imposer un mode de fonctionnement, et de commencer déjà par prendre des commissions qui sont plus basses que la moyenne du marché pour que eux, ils puissent vivre correctement de leur activité, de nous donc de s'assurer de leur fidélité et d'une qualité de service qui soit meilleure. Ensuite, ces valeurs de respect et d'engagement qui étaient communes aux dirigeants et qui finalement ont conduit les différents recrutements de la société ont permis en fait de diffuser des valeurs humaines qui d'ailleurs les valeurs humaines c'est devenu la baseline de Marcel puisque aujourd'hui c'est notre baseline est l'humain au cœur de vos déplacements et ont permis de diffuser et de regrouper, de fidéliser et des chauffeurs mais aussi des collaborateurs autour de ces mêmes valeurs et petit à petit on a poussé des démarches RSE dans différentes directions. On a notamment commencé à s'occuper de l'impact environnemental de notre activité puisque le transport a un impact environnemental fort. Et on a donc réalisé un bilan carbone de nos émissions de CO2, de l'ensemble des émissions de CO2 faites par nos clients à travers nos véhicules. Et on a décidé de nous engager dans une démarche volontaire de compensation carbone. De la même façon, on a discuté avec nos chauffeurs et on a mis en place des guides d'éco-conduite et des outils d'aide à l'éco-conduite pour en fait abaisser le taux d'émission de CO2, mais ça se traduit très directement et économiquement chez eux par une baisse des consommations de carburant qui sont un poste de coût extrêmement important et donc on améliore ainsi la production économique de leur modèle. Et ça, je pense que c'est un point relativement important sur lequel je voudrais insister, c'est que la démarche RSE, en fait, elle s'accompagne d'une démarche de productivité économique. C'est pas des coûts quelque part, mais pour nous, dans tous les échelons de la mise en place de cette démarche, ça a été des gains économiques, ça a été des gains pour nos chauffeurs, ça a été des gains dans l'adhésion de nos collaborateurs et qui n'est pas simplement pour un salaire, puisqu'on est une start-up et on a moins à proposer que dans les grandes structures américaines concurrentes, mais en revanche, les collaborateurs se sont retrouvés sur des valeurs et ça implique énormément du fait de ces valeurs. Et ensuite, la démarche, on a cherché à la rendre plus cohérente et c'est ainsi qu'on a fait appel au programme de BPI France pour en fait rassembler toutes ces petites initiatives, je dirais, qui étaient déjà des initiatives RSE et leur donner une cohérence. Je crois que c'est un thème que tu vas avoir l'occasion de développer un tout petit peu plus tard. Juste une question pour que je ne réponde pas à tort. Combien de salariés chez Marcel en ce moment? J'ai 35 en tête. Voilà, en fait non, on est 30 salariés. Et l'objectif est de passer à 45 d'ici les 6 prochains mois. Et c'est pour ça que la question des valeurs et sur lesquelles on doit se retrouver est extrêmement importante pour que la cohérence de l'entreprise et sa mission demeurent les mêmes et que notre croissance continue en ce sens. Merci beaucoup pour cette précision. Je vais repasser la parole à Timothée qui va aborder la deuxième partie de cette conférence sur comment structurer la démarche. Merci Catherine. Une fois que vous avez bien lancé votre démarche, vient l'étape quand même importante maintenant de la structurer, de lui donner plus d'ampleur. Pour ça, il va falloir suivre en gros 3 grandes étapes. 1, il faut que vous sachiez d'où vous partez. Ça suppose de réaliser un diagnostic RSE de l'entreprise. 2, savoir où vous voulez aller. C'est quoi ma stratégie RSE? Quelle stratégie propre à mon entreprise, propre à mes valeurs, j'ai envie de construire? Et 3, une fois que vous avez défini cette stratégie, l'idée c'est de mettre en place une feuille de route et de trouver des moyens pour financer votre démarche RSE. On va revenir maintenant spécifiquement sur chacun de ces points. Diagnostic RSE, vous pouvez essayer vous-même de faire un diagnostic RSE. Il existe des outils, une norme, l'ISO 26000, qui permet de donner un cadre avec un certain nombre de piliers que vous pouvez vous inspirer pour développer des questions, comme autour des droits de l'homme, autour de l'environnement, autour des relations et conditions de travail. Nous, ce que l'on fait quand on accompagne une démarche, une PME,
c'est qu'on a essayé de sortir un petit peu du cadre pour le rendre plus opérationnel. Et notre questionnaire d'évaluation, on va dire, il imbrique 4 grands piliers. Un pilier sur la durabilité de l'offre, pour être sûr que quand on fait un diagnostic, on va aussi améliorer l'offre de l'entreprise. On va travailler sur les sièges administratifs pour apporter de la cohérence. Ça sert à rien d'avoir la plus belle offre RSE si moi, au quotidien dans mon entreprise, je ne trie même pas mes déchets. Le troisième pilier, c'est la question de l'humain. Comment j'améliore le capital humain, comment j'améliore l'ancrage sociétal de l'entreprise. Quatrième grand pilier qu'on va traiter, c'est la gouvernance et la communication. Et autour de ces piliers, on a choisi des thématiques, et autour de ces thématiques, on va poser des questions. Se pose ensuite la question de l'évaluation. Nous, ce que l'on fait, c'est qu'on met 4 niveaux d'évaluation. 0, on fait rien. 3, on est quasiment au maximum. Et une chose qui est un peu importante et qui est un peu aussi notre méthodologie, c'est de se dire, quand on prend une thématique, par exemple, qu'est-ce que je fais sur les déchets? Nous, ce qui nous semble important pour inscrire la démarche dans le temps et vraiment avoir de l'impact et du coup avoir une performance financière associée, c'est de se dire, sur chaque thématique, il faut raisonner selon 3 niveaux. 1, est-ce que j'ai mis en place un système de mesure qui permet de savoir aujourd'hui combien je produis de déchets? 2, une fois que je sais combien je produis en termes de déchets, quelles actions j'ai mis en place pour améliorer la gestion des déchets? Et 3, est-ce que j'ai mis en place un plan de progrès? Et être performant en matière de développement durable, c'est être en capacité de pouvoir mesurer, agir et progresser, d'où nos 3 niveaux. Bien sûr, c'est compliqué parfois de s'auto-évaluer ou de s'évaluer seul. Il existe par contre des outils qui sont gratuits sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour conduire cette évaluation. On vous a mis quelques outils sur lesquels vous pouvez télécharger et essayer de commencer à remplir par vous-même et avoir un premier niveau de maturité sur un certain nombre de sujets. Une fois que vous avez conduit ce diagnostic, donc vous savez quels sont vos points forts, quels sont vos points d'amélioration sur la démarche RSE, vient une étape importante qui est de se dire quelle stratégie j'ai envie de construire pour mon entreprise. Et une stratégie RSE, pour qu'elle soit vraiment différenciante, qu'elle soit impactante, qu'elle ne soit pas la même que votre voisin, il faut essayer de l'adapter à vos valeurs, à votre culture d'entreprise. Nous, on vous a mis cette image, c'est l'image du temple RSE. Imaginons, c'est votre stratégie RSE. Il faut différencier ce que vous allez vouloir communiquer, donc c'est ce que j'ai appelé le Famous Four. C'est en gros votre positionnement RSE, c'est comment vous voulez vous positionner sur les sujets RSE. La RSE, c'est vaste, vous n'allez pas pouvoir être excellent sur tout. Il va falloir faire un choix. Ce choix dépend de vos valeurs, votre culture d'entreprise et les enjeux de votre métier. Une fois que vous avez défini quelle était votre vision RSE et positionnement, vous allez du coup l'associer à des engagements. Et c'est cette partie qui sera visible auprès de vos collaborateurs et de vos clients. C'est votre Famous Four. Par contre, pour éviter un certain nombre de risques, il va falloir quand même travailler sur d'autres sujets qui ne sont pas différenciants, que j'ai appelés les basiques. C'est des piliers. C'est par exemple être en conformité réglementaire. C'est par exemple avoir quand même une condition de rémunération suffisamment acceptable pour vos employés. Et votre stratégie RSE, c'est donc ces piliers qui vous permet de pouvoir communiquer votre positionnement sans risque sur le long terme. Une fois que vous avez défini comment vous voulez aller, la question maintenant c'est comment j'y vais? Quelle feuille de route je veux associer à ma stratégie RSE? Et donc là, il y a 4 grands on va dire étapes que vous devez mettre en place. C'est 1, prioriser vos actions. Pour prioriser, nous, on vous conseille une matrice assez simple, qui est de se dire, est-ce que l'action que je choisis, est-ce qu'elle est faisable? Et l'action que je choisis, est-ce qu'elle a vraiment un impact développement durable? Et commencez par faire les actions qui sont le plus faciles et qui ont le plus d'impact lorsque vous priorisez, pour arriver sur les actions qui sont le plus dures et qui ont un impact plus limité. Une fois que vous avez priorisé vos actions, vous allez devoir définir pour un certain nombre d'elles, d'entre elles, pas tous, pas la peine d'avoir 150 indicateurs, mais pour quelques actions, des indicateurs pour mesurer la performance de votre démarche RSE. N'oubliez pas, vous n'avez pas forcément beaucoup de temps, on n'a pas forcément beaucoup d'argent, donc il n'y a rien de plus terrible que d'agir, alors qu'on ne sait même pas si ça implique une performance pour l'entreprise ou une amélioration des impacts. Un indicateur, et ça je le rappelle, par exemple si je prends la consommation de papier, c'est pas juste la consommation de papier sur par an. Parce que imaginons que dans l'année, vous avez développé votre chiffre d'affaires de x2. C'est un peu logique. Vous risquez d'augmenter vos consommations de papier x2. Donc l'indicateur, elle doit mesurer la performance. Et donc vous devez trouver une variable qui vous permette de mesurer cette performance. Par exemple, sur la consommation de papier, ça serait
consommation de papier par an sur le chiffre d'affaires. Une fois que vous avez défini une liste d'indicateurs, fixez-vous des objectifs, parce que sinon, vous risquez de vous essouffler. Et ces objectifs, nous rappelons, il faut qu'ils soient spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Et surtout, un point important, pouvoir désigner sur chaque action que vous avez choisie un responsable pour la mise en place. C'est avant tout de gérer la démarche RSE comme tout projet d'entreprise pour améliorer l'impact, réduire le temps et le coût, puisqu'on est quand même dans des limités à ce niveau-là. Une fois que vous avez, on vous a, d'ailleurs, je vous ai donné un exemple de feuille de route qui peut être quelque chose de très très simple et qui doit être votre outil de pilotage et qui est cet outil qui est aussi partagé lors de votre comité gouvernance RSE. Une fois que vous avez fixé votre feuille de route, votre stratégie, maintenant on vient à l'étape de dire, ok, à un moment donné, comment je vais pouvoir la financer? Et heureusement, il existe aujourd'hui plusieurs structures qui vont vous offrir des aides, que ce soit des subventions, des prêts, des réductions d'impôts, pour soit structurer votre démarche RSE, notamment c'est un projet qu'on fait avec BPI France, sur lequel Cyril reviendra après, mais aussi les régions, les CCI, l'Europe, qui présentent tous des aides. Alors, j'en ai listé quelques-unes. Alors, j'ai fait un focus plutôt sur des subventions. Par exemple, vous souhaitez mettre en place une collecte des déchets dangereux, sachez que près de 50% du coût de la collecte peut être subventionné. Vous souhaitez mettre en place un plan de déplacement inter-entreprise pour réduire vos émissions. Par exemple, vous voulez être, voilà, moi je veux avoir une entreprise qui a zéro impact sur le réchauffement climatique. Sachez qu'il y a des aides qui existent jusqu'à 75 000 euros pour vous aider à structurer ce plan de déplacement. Le handicap aussi, si vous voulez embaucher ou maintenir un emploi de personnes handicapées. Si vous voulez embaucher des apprentis, des CAP, vous pouvez avoir jusqu'à près de 5 000 euros au titre de la première année du contrat d'apprentissage. Donc, plein d'aides existent pour structurer votre démarche RSE. Et je crois que maintenant, c'est plutôt de vous montrer, à partir de nos intervenants, comment on peut structurer cette démarche. Ah, je crois qu'on a un petit souci technique. Là, c'est bon, Catherine est revenue dans la course. Donc, Catherine, à toi, je laisse intervenant. Oui, toutes mes excuses, j'ai failli vous quitter prématurément là. En fait, je ne reprends la parole que pour mieux la redonner, puisque maintenant on va demander à Cyril d'abord peut-être, et puis ensuite à Ludovic de nous décrire comment ils ont abordé cet aspect de la nécessaire structuration de la démarche en interne. Cyril ? Oui, tout à fait. Alors en fait, moi j'ai eu la chance il y a quelques années déjà de connaître le programme BPI France dans une ancienne société de transport déjà que j'avais créée et dans lequel mon actionnaire était très attentif aux engagements RSE de la société. Et BPI France étant actionnaire de ce fonds d'investissement, c'était déjà un point important. Quand j'ai su que le programme continuait chez BPI France, j'ai sollicité ce programme pour Marcel, pour en fait donner de la cohérence à ce qui n'était jusqu'à présent qu'une addition d'initiatives, et essayer d'une part de donner de la cohérence et d'avoir par ailleurs en fait des exemples et des outils concrets pour mettre en œuvre et pousser plus loin les démarches que nous avions entreprises. Donc on participe donc régulièrement à ces programmes de formation. Et ce qui est vraiment enthousiasmant dans ces programmes, outre le fait d'échanger avec d'autres participants qui sont confrontés aux mêmes problématiques, qui ont eux-mêmes peut-être des cas d'usage un peu similaires, voire différents duquel on peut apprendre, c'est que on est aussi en contact de cas d'usage et de témoignages de sociétés qui poussent la démarche RSE et qui nous aiguillent à choisir des nouvelles solutions et qui démontrent à chaque fois qu'il y a un gain économique et que c'est pas simplement des paroles ou des bonnes actions, mais que il y a un vrai lien entre l'efficacité, la performance de l'entreprise et sa démarche RSE. Donc c'est vraiment ce que nous recherchons et ce que nous avons trouvé dans ces programmes. Et surtout pas mal d'outils pratiques, des mises en relation avec des solutions qu'on peut déployer dès qu'on revient dans nos entreprises. Et c'est ce qu'on a d'ailleurs commencé à faire avec plusieurs solutions, que ce soit au niveau, par exemple, de la compensation carbone, que ce soit au niveau d'outils de mesure du traitement de l'équité dans notre entreprise ou
du traitement du bien-être de nos collaborateurs, donc différentes choses extrêmement concrètes. Allô ? Ludovic, à vous. Oui. Il déconnecte ta caméra. Alors, il faut peut-être rappeler que parfois on est un peu comme Monsieur Jourdain, on a tendance à faire de la prose sans le savoir, et donc l'audit via Greenflex nous permet un peu de redéfinir les contours de la RSE, de voir ce que nous faisons déjà, de voir comment on peut continuer dans telle ou telle voie, ou comment mieux la rediriger pour en faire une vraie action. Alors l'audit est vraiment la base de cette démarche, parce qu'elle permet de comprendre l'ensemble des domaines qu'elle comprend. Parfois on aurait tendance à penser c'est que l'environnement, purement environnement, ou purement telle chose. On voit que c'est très large pour cette démarche. Alors une fois qu'on a fait l'audit, on s'est retrouvé et on a, grâce à Greenflex, eu un plan d'action. Alors il a fallu redéfinir un peu le scope, parce que la RSE c'est un peu, j'allais dire, infini. On n'a jamais fini de faire de la RSE et on peut toujours progresser. Mais il faut ramener ça sur un scope un peu plus près de l'entreprise et voir les actions sur lesquelles on peut, en fonction du contexte, eh bien, agir. Par exemple, nous sommes locataires dans des locaux et donc on n'est pas propriétaire. Donc voilà, il y a le scope peut être plus ou moins replacé dans certains domaines. Alors après qu'on a redécoupé ce plan, on a gardé quand même un certain nombre d'actions, plus d'une centaine d'actions possibles pour notre entreprise, et on a commencé à prioriser en fait ces actions. Comme le disait Timothée, on a commencé à voir ce qui avait un impact fort, mais qui était facile. Alors je reviendrai sur cet aspect-là tout à l'heure et pourquoi c'est important. On a bien sûr demandé à des acteurs principaux d'œuvrer dans tel ou tel domaine et de rapporter à un chef de projet qui permettait ainsi de poser les actions de façon plus fluide. On peut citer par exemple, j'ai cité d'ailleurs les capsules des cafés, le papier, qui sont des choses très faciles à faire, qui coûtent pas cher, les piles, l'encre pour les imprimantes, etc., qui sont parfois des circuits gratuits via les fournisseurs, les déchets de production, par exemple c'est 700 € la tonne. Il faut savoir que par an on a réduit nos déchets le plus possible et nous en sommes à peu près à 500-600 kilos. Donc vous voyez que le coût est je dirais, anecdotique. Nous avons également lancé des actions plus profondes et c'est à cet endroit-là que je reviens. L'importance de lancer des actions très courtes, très faciles et en mettant dessous des actions plus longues qui vont s'inscrire dans le temps, c'est que les collaborateurs de l'entreprise ont toujours l'impression que la démarche qui a été initiée est vivante et qu'elle perdure dans le temps. Alors ainsi, quand on a placé ces petites actions, eh bien, on va voir poindre à un moment donné une grosse action ou une action plus profonde et qui est parfois d'ailleurs moins spectaculaire d'un point de vue visuel que ces petites actions. Donc on a opéré de cette façon-là pour que les gens aient toujours de l'intérêt pour la démarche et même soient des acteurs, des forces de proposition. Donc ça c'était un point important. On s'est lancé également dans le bien-être de nos collaborateurs, surtout en production, sur l'ergonomie ou sur je dirais l'industrialisation. Alors c'est un mot que je vais mettre entre parenthèses. Le fait d'acheter certains matériels ou de renouveler les tables avec certaines formes
leur a permis d'abord d'avoir peut-être parfois moins mal au dos, d'autres choses comme celle-ci, mais surtout d'être visible, de voir qu'on s'occupait d'eux, de voir qu'on les écoutait. Et en fait, c'est plus profond que de mettre en place des choses. Il y a une communication qui s'établit, encore plus profonde qu'elle ne pouvait être. Alors ça, c'est vraiment un point très important pour ceux qui veulent structurer leur démarche. Donc pour nous, c'est très positif. En plus, on a par exemple pour l'électricité, au fur et à mesure, on remplace nos ampoules ou nos néons par des LED, etc. Donc les gens sont comment dirais-je, sont avertis par une petite écriteau, un petit logo au début des locaux. Voilà, depuis aujourd'hui, eh bien la lumière a été remplacée, les gens voient la couleur, on en parle. Voilà des petites choses, mais le projet est toujours là, il est toujours sous-jacent. Ça fait partie des discussions journalières dans notre entreprise. Voilà pour la partie que je voulais évoquer. Merci infiniment Ludovic, c'était parfaitement clair. Merci beaucoup aussi Cyril. On a l'impression à vous entendre que finalement ça se passe plutôt bien. On voit comment initier la démarche dans de bonnes conditions. On voit comment initier la démarche dans de bonnes conditions, on voit comment la structurer. Est-ce que pour la pérenniser dans le temps et faire en sorte que tout se passe bien, est-ce qu'il y a des écueils à éviter? Timothée, tu as sans doute des choses à nous dire là-dessus. Oui, je veux aussi un petit peu rebondir sur ce qu'a dit Ludovic, parce que en effet, ce qu'il faut à tout prix éviter dans votre démarche RSE, c'est le trou noir. Alors là, parce qu'on est toujours très content, on a réussi à faire formaliser sa démarche, on fait un beau lancement, et puis, un an après, les salariés, ils savent pas trop ce qui se passe. Parce que vous êtes en train d'agir, mais vous êtes agir en back-office. Donc, ce qui est vital, c'est ne pas attendre de communiquer sur ce qui est fait et ce qui reste à faire. Parce que sinon, vous allez en perte de crédibilité en externe, et vous risquez d'avoir un désengagement des collaborateurs en interne. Ce qui suppose, pour éviter ce trou noir, que vous devez mettre en place 2 stratégies de communication. Une stratégie pour l'interne, pour continuer à capter, à engager vos salariés autour de votre démarche RSE, et une stratégie de communication en externe pour valoriser ce que vous faites, pour crédibiliser votre démarche, pour vous différencier par rapport à vos concurrents sur votre marché. Il y a 4 facteurs clés de succès, que ce soit en interne ou en externe, que je voulais vous relater. 1, c'est communiquer en temps réel sur les progrès et les projets. Ne pas attendre que l'action arrive au bout. À chaque fois, bien communiquer sur ce que vous avez déjà fait, ce que vous voulez faire, et puis en continu, montrer comment vous avancez. Si c'est difficile, vous le dites. Quand vous avez des succès, vous le dites. Mais surtout, n'attendez pas de finaliser. L'essentiel, c'est d'abord de la perspective, de montrer que vous avez envie de le faire. Ça suppose aussi, si on veut avoir une communication récurrente, de pouvoir le planifier. Et donc, ça suppose d'avoir un plan de communication. Parce que je vais savoir qu'en janvier, je vais communiquer autour des déchets parce que, imaginons, c'est la semaine des déchets. En février, je vais communiquer sur autre chose, etc., etc. Donc, ça suppose de la structuration. Et puis ensuite, 2 autres points, qui est bien sûr, est d'éviter le greenwashing. Et là, il existe un guide très simple à utiliser, le guide anti-greenwashing de l'ADEME, que vous pouvez utiliser pour vous assurer que vous utilisez les bons mots, parce qu'en effet, communiquer sur le développement durable, ça peut être complexe. Et enfin, communiquer, quand vous communiquez, que ce soit en interne ou en externe, essayez au maximum de crédibiliser ce que vous dites, soit en usant de référentiels. On sait que c'est compliqué quand c'est des petites PME, mais en tout cas, vous pouvez aussi montrer des chiffres, parce que vous avez mesuré avant vos déchets, donc vous êtes capable de dire, avec les bons indicateurs, si vous avez réduit vos déchets. Donc, apporter des preuves grâce à ces chiffres que vous allez mettre en avant. Et si on revient ensuite sur la stratégie en interne, c'est un chiffre qui est 137% des salariés ont connaissance des programmes RSE de leur entreprise. Donc en gros, c'est nul, c'est ridicule. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pouvoir intégrer votre démarche RSE au quotidien. Et là, il y a plusieurs outils que je voulais vous parler rapidement. C'est mettre en place un système autour des éco-gestes, donc mettre en place une communication autour des éco-gestes. Avec Greenflex, et on offre aux PME qui font le programme de Pays France, toute une liste de stickers éco-gestes qui sont bien faits, qui sont fun, qu'on a envie de positionner à l'imprimante, à l'éclairage, au niveau de la salle à manger, au niveau de la cuisine, au niveau des toilettes, voilà, pour montrer que l'entreprise avance. Il y a aussi
Vous pouvez aussi publier régulièrement des newsletters pour informer les collaborateurs ou pour sensibiliser les collaborateurs sur un sujet, sur l'eau, sur l'énergie, sur les déchets. Vous pouvez aussi promouvoir des applications qui sont gratuites et qui existent. Par exemple, 80 jours pour le changement climatique. C'est une application qui est gratuite, qui peut être téléchargée par les salariés. Vous pouvez même créer des jeux entre vous parce que vous devez chaque jour résoudre un défi. C'est toutes ces petites actions qui peuvent au quotidien faire que votre démarche RSE s'inscrive dans les habitudes des collaborateurs. Et puis ensuite, vous pouvez aussi rendre l'expérience ludique et sympathique. Vous pouvez rendre l'expérience de tri plus sympa, comme la machine cannibale ou les monteries, où vous incitez le collaborateur à ramener son gobelet. Et puis, comme un système de machine à sous, ben, s'il a les 3 sets, il y a un petit point qui est reversé aux associations, où vous allez voir un petit goodies écolo, bien sûr, que vous pouvez récupérer. Ou même faciliter l'organisation d'événements, notamment autour de sport, pour soutenir des associations, comme Oxfam. Ça, c'est hyper fédérateur, le sport en entreprise. Donc, tout ça contribue à faire en sorte que votre démarche soit lisible en continu dans votre entreprise. Et si on se place du point de vue de la communication externe, là aussi, il y a 2 volets. Il faut dissocier votre communication externe officielle, formelle. Ça, c'est 1 fois par an, 2 fois par an. C'est un mini-rapport RSE. C'est une charte d'engagement qui permet voilà, de communiquer et de institutionnaliser votre démarche RSE. Mais surtout, et ça, je sais que c'est compliqué, notamment pour les PME, utilisez les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, votre site Internet. Créez un onglet développement durable sur votre site Internet. Vous allez pouvoir communiquer, du coup, avec les réseaux sociaux de manière beaucoup plus agile et de manière beaucoup plus forte et récurrente. Et ces petites clés vont vous permettre de faire en sorte que votre démarche RSE, vous allez pouvoir continuer, on va dire, en back-office à améliorer vos actions tout en communiquant en interne et en externe sur vos avancées, vos réussites et aussi, n'oubliez pas, vos échecs, même si on sait qu'en France, c'est dur d'accepter l'échec, mais c'est pas grave. Échouer parfois, c'est pas du tout grave, vous permet de réussir par la suite et surtout le communiquer. Ça montre que vous faites preuve de transparence et d'honnêteté. Et donc, vous crédibilisez votre démarche en externe et en interne. C'est déjà terminé. Alors, nous allons pouvoir laisser place aux questions. J'en ai listé quelques-unes parce que finalement, nous en avons curieusement assez peu. D'habitude, Pardon ? Nous avons alors les questions. Elles s'adressent un peu à vous trois d'ailleurs, parce que peut-être davantage aux entreprises qui ont surtout parlé des volets environnement et des actions qui ont été déployées par eux par les 2 entreprises sur ce terrain. Peut-être pas assez de retour d'expérience sur les volets sociétaux et sur la notion d'éco-responsabilité ou de responsabilité vraiment sociétale de l'entreprise. Notamment, est-ce que le mécénat et les actions d'accompagnement externe font partie de leur stratégie RSE, ou est-ce que c'est un petit plus que l'on met à côté? Une autre question qui peut aussi vous revenir, mais peut-être encore que votre taille n'est pas suffisante pour avoir beaucoup d'IRP, donc Timothée aura peut-être des choses à nous dire là-dessus. C'est quelqu'un qui s'interroge sur comment les IRP, les représentants du personnel, réagissent-ils quand une démarche RSE est lancée, et comment en faire des alliés et surtout éviter les frottements avec ce qu'ils peuvent considérer comme relevant de leurs prérogatives. Et puis une question sur comment crédibiliser la RSE et surtout son retour sur investissement. Donc je vais passer la parole peut-être à Cyril et puis laisser réagir Ludovic et terminer peut-être par Timothée, si ça vous va. Cyril? Oui. Pas surtout les questions, mais celles sur lesquelles tu te sens particulièrement concerné. Alors, il y a eu plusieurs questions sur le mécénat. Alors, nous, on n'est pas encore très engagés dans le mécénat, pour être honnête, si ce n'est que, en ce moment, on soutient un de nos clients, puisqu'on est partenaire fournisseur du Téléthon,
Et donc, en ce moment, il y a des collaborateurs chez nous qui sont en train de faire du vélo et qui récoltent des fonds pour le Téléthon. Donc, je ne sais pas si on assimile ça à du mécénat, mais voilà. Donc là, on est vraiment simplement dans une notion où finalement un client devient aussi un partenaire et il y a un échange gagnant-gagnant, puisque derrière, nous assurons le transport de nombreuses personnes dans le cadre des événements du Téléthon. Donc ici, c'est difficile de calculer en fait un ROI. Je vois beaucoup de questions tourner autour du ROI. C'est vrai que c'est quelque chose de difficile à quantifier et que peut-être c'est des choses que nous devrions mettre en place. Voilà. Simplement, on voit relativement régulièrement des marchés commerciaux qui se gagnent parce qu'on a entamé une vraie démarche RSE et que c'est justement pas du greenwashing. Et qu'on sait l'expliquer. On sait expliquer, par exemple, qu'on est 10% plus cher que nos concurrents parce qu'on veut que nos chauffeurs aient un modèle pérenne. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui font que tous les jours, on arrive, entre guillemets, à se prouver, non pas à calculer réellement, mais que des investissements qui sont pas si lourds que ça, finalement, j'ai vu aussi une question passer sur le coût d'un bilan carbone, c'est quelques milliers d'euros. À notre niveau, quand on gagne des marchés, récemment on vient de gagner un marché sur le transport des personnes à mobilité réduite à la BNP et d'autres marchés à la BNP, et finalement on sait qu'il y a un retour sur investissement qui est relativement fort. On le calcule pas réellement, c'est vrai, mais on sait que il est fort et deux, de toute façon c'est en ligne avec nos valeurs. Voilà. Alors je ne sais pas si ça répond aux différentes questions que tu as soulevées, Catherine. Peut-être pas à toutes, mais en tout cas c'est un bon début. Ludovic, une question également sur la façon dont vous avez organisé votre communication externe et puis peut-être votre contribution à quelque chose qui intéresse beaucoup nos auditeurs, c'est comment effectivement calculer ce retour sur investissement qui n'est pas toujours chiffrable, peut-être, parce que vous n'avez peut-être pas chiffré sur tous les plans, mais qu'est-ce que vous pouvez en dire également? Alors, tout d'abord, comment on a organisé, en fait, valorisé la démarche RSE. D'abord, on est ISO 9001 et 13485, comme je vous l'ai dit en présentant l'entreprise. On a, dès le départ, voulu intégrer la démarche RSE comme la démarche de la norme ISO 9001. C'est-à-dire qu'on l'a traité comme un projet qualité et en tant que tel, on lui a adressé le management de la 9001, c'est-à-dire la pyramide documentaire, c'est-à-dire une politique RSE, c'est-à-dire en fait des procédures, des instructions qui nous aident à placer des indicateurs et qui nous aident également à avoir des actions, un plan d'action et avoir aussi des actions préventives. Voilà. Donc on est un peu dans cette démarche-là. Alors chez nous, pour valoriser en interne, tout notre système qualité est 100% open et via un intranet. Alors tous ceux qui ont un ordinateur ont la possibilité d'aller sur le site intranet et de connaître en temps réel ce qui se passe, de vérifier les contrats, enfin, etc. Se posait le problème de nos collaborateurs qui n'ont pas d'ordinateur, on peut parler de la production, et 2 bornes publiques ont été mises en place, une au réfectoire et une dans les couloirs qui donnent accès aux ateliers et qui leur permet, c'est des écrans tactiles, qui leur permet eux-mêmes de consulter les choses. Et puis pour ceux qui ne sont pas très easy en informatique, il y a un affichage papier qui est mis en place. Alors, on a aussi, pour la communication externe, on a mis sur notre site internet, dans la page qualité, pour montrer le sérieux que nous avions à travers cette démarche. On a mis qu'on était ISO 9001, 13485 et on a mis un petit paragraphe sur la RSE et que c'était une volonté forte pour nous comment dirais-je, d'aller dans ce sens. Alors, c'est vrai qu'on est, j'aurais tendance à dire, et Timothée le sait bien, on est un peu neuf dans cette démarche. On a commencé à écrire une charte
Le rapport RSE, on travaille dessus et on espère pouvoir en avoir un pour la fin de l'année. Voilà, et on l'intégrera à la réunion de direction qualité qui se fait au mois de janvier, comme faisant partie des axes importants stratégiques de l'entreprise. Alors le retour sur investissement, comme vous l'avez dit, c'est quelque chose de difficile. Mais comme je le disais, beaucoup des grands donneurs d'ordre que nous avons nous demandent si nous sommes engagés dans. Donc dans du 26 000, dans du 14 000, etc. Alors on leur répond non. Et quand souvent il y a marqué autre, et on dit oui, autre, et on est RSE. Et alors ça les conforte dans le choix des fournisseurs, et on peut penser à plusieurs reprises que nous avons été choisis parce que au-delà de nos compétences, au-delà de l'entreprise et des produits que nous avions également cette capacité d'aller vers du RSE. Alors voilà, c'est difficilement chiffrable, mais on pense que oui, ça a un impact très positif sur le chiffre d'affaires. Merci. Voilà ce que je pouvais dire et répondre aux questions qui étaient posées. Merci infiniment. Je vais repasser la parole à Timothée pour qu'il essaye de reboucler sur les différentes questions auxquelles nos deux entrepreneurs, que je remercie vivement d'avoir accepté de se prêter à l'exercice qui n'est pas simple. Je vais repasser la parole à Timothée qui va pouvoir compléter ce qu'ils ont pu dire, et puis on va conclure dans les délais. Bien entendu. Sur la question du ROI, il faut dissocier ce qui est mesurable aujourd'hui, donc tout ce qui est plutôt les impacts environnementaux, qui sont faciles à mesurer pour le coup. Il faut juste que vous ayez mis en place les bons systèmes, les bons indicateurs, et se dire quand vous faites une action, du coup, vous allez voir si votre indicateur évolue positivement ou non. Et puis quand on met en place, je sais pas moi, un système de récupération d'eau de pluie, ben, vous savez combien ça coûte, et dans les calculs que vous faites avec votre bureau d'études, il va pouvoir vous dire combien vous allez pouvoir être amorti, en combien d'années vous allez pouvoir être amorti. La question qui est plus compliquée dans la question du ROI, c'est la question plutôt sociale. Où là, en effet, c'est très compliqué de dire est-ce que c'est telle ou telle action qui va contribuer à améliorer le bien-être, la motivation, le turnover ou l'absentéisme. Par contre, ce qu'on peut aussi travailler, c'est parler en coût évité. Se dire qu'aujourd'hui, un taux d'absentéisme élevé, ou en tout cas le désengagement des salariés coûte environ 12 000 € par salarié par an à l'entreprise. Donc, mettre en place une démarche RSE, ça vous permet d'éviter ce coût. Par contre, on arrive du mal à cibler si c'est telle ou telle action qui vont permettre de réduire ou d'améliorer la motivation de vos salariés. Et puis ensuite, il y avait une question sur l'ISO 26000. Sur le ROI, sur Eclodi, il y a eu tout un débat ce matin qui est très intéressant sur, on est en train de structurer des indicateurs pour pouvoir justement mieux valoriser le ROI au niveau de la RSE. En effet, les travaux sont en cours. Aujourd'hui, c'est facile sur l'environnement et j'espère qu'assez rapidement, on arrivera à pouvoir structurer quelque chose de plus uniforme. Sur l'ISO 26000, donc j'avais une question sur combien de temps ça prend. L'ISO 26000, ça peut prendre au minimum 3, 4, 5 jours, ça dépend de la taille de l'entreprise. La question de l'ISO 26000, moi j'ai envie de vous poser, est-ce que vos donneurs d'ordre vous demandent, est-ce que vous êtes certifié ISO 26000? Sinon, c'est pas forcé de déployer autant de temps, et c'est un coût, pour vous certifier ISO 26000. Il y a des étapes alternatives qui vous permettent de faire un diagnostic plus opérationnel pour moins cher, avec moins de temps. Tout dépend de l'ISO 26000, si derrière vous allez le valoriser ou non auprès d'un donneur d'ordre, et si vous allez gagner des parts de marché grâce à l'ISO 26000. Donc ça, c'est une vraie question. Moi, je ne vous conseille pas spécialement de vous faire certifier ISO 26000. Ça dépend de vos clients, de vos attentes. Si vous voulez juste structurer votre démarche RSE, il n'y a pas forcément besoin aujourd'hui d'être certifié ISO 26000. L'accompagnement que l'on propose, on va dire, s'inscrit dans la démarche ISO 26000, mais on l'adapte au PME et on la rend beaucoup plus opérationnelle. J'avais une question sur le temps consacré pour piloter cette démarche RSE. Là encore, ça dépend de votre ambition en termes de RSE, ça dépend de la taille de l'entreprise. Et moi, ce que je vous conseille, c'est qu'il y a une personne qui est un peu chef de projet, qui est un peu le chef d'orchestre de votre stratégie RSE. Et cette personne, il faudrait qu'elle ait au moins 20% de son temps dédié à animer et à piloter votre démarche RSE en appui avec votre communication, avec votre marketing, avec vos achats. Mais le chef d'orchestre a un rôle majeur, il faut au moins que la personne ait au moins 20% de son temps
si pour qu'elle ait le temps de jouer correctement ce chef d'orchestre. La question sur les représentants du personnel, bien sûr, à les intégrer au moins une personne dans le comité RSE, de toute façon ça va dans leur sens, et donc ce sera autant d'éléments qui seront porteurs et positifs pour rendre cette démarche RSE qu'elles seront inscrites dans le temps. Et alors là j'arrive à la certification, ah oui, bon, ça, on me dit pas de certification ISO 26000, oui, parce que l'ISO 26000 c'est pas vraiment une norme, donc on va plutôt, je sais pas comment on peut l'appeler, labelliser, je sais même pas comment on va donner un petit tampon qui dit que c'est ISO 26000, en tout cas que ça correspond à l'esprit. Aujourd'hui, l'ISO 26000 ne va pas vous dire si vous êtes une entreprise RSE. La RSE, la responsabilité, il n'y a pas des niveaux. Elle va vous dire si la philosophie, vous respectez bien la philosophie d'une entreprise responsable. Je vais laisser la parole à Catherine qui va conclure sur ce volet-là. Écoutez, merci infiniment à tous ceux qui nous ont suivis pendant cette là. On va y arriver. Donc, tout d'abord, un grand merci à Timothée et puis à nos entrepreneurs qui ont accepté de se prêter à l'exercice, encore une fois, pas très facile, et à qui j'ai oublié d'ailleurs de poser une question sur la durée de cette démarche RSE, en tout cas depuis qu'ils l'ont engagée. Je pense qu'ils seront tout à fait, ils peuvent vous répondre dans la petite fenêtre de chat s'ils veulent bien le faire. Je tiens aussi à vous remercier tous d'avoir suivi cette conférence en ligne. J'espère que nous avons répondu aux questions que vous vous posiez sur comment on peut engager efficacement une démarche RSE, comment bien démarrer, comment la structurer, comment ne pas perdre le fil en cours de route et puis perdre ses collaborateurs ou les parties prenantes que l'on a voulu impliquer. Vous avez entendu parler à plusieurs reprises par les entrepreneurs du programme qu'ils suivent et qui est animé par Greenflex et proposé par BPI France. Vous avez en visuel une présentation résumée de ce programme. Donc il s'agit d'un programme semi-collectif avec 2 journées d'intervention dans l'entreprise, de diagnostic dans un premier temps, puis de construction d'une feuille de route RSE et d'un plan d'action à moyen terme, avec une phase de retour d'expérience au bout de 6 à 8 mois pour que on puisse voir comment ça s'est passé, où vous en êtes et ce que vous y avez trouvé, ce que vous a apporté cette démarche, quelles ont été vos difficultés, et on réfléchit à la suite. Tous les renseignements sont en ligne sur le site BPI France, donc n'hésitez pas à aller consulter notre espace développement durable RSE. Une toute petite dernière chose également, nous poursuivrons ces webinaires l'année prochaine, donc on vous invitera à les suivre. Nous sommes à votre écoute pour tous les thèmes qui vous paraîtraient pertinents d'aborder dans la suite de ces 2 premières sessions qui étaient assez générales. Il y a peut-être des sujets plus précis, plus pointus, et nous serons heureux de vous apporter de vous apporter des réponses si nous pouvons. Voilà. N'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions, nous en serions ravis. Merci encore à tous et je vous souhaite une